Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de psychologie. Comme vous le savez, je viens de rentrer en L3 de psycho et du coup j'ai décidé de vous parler des cours que j'avais tout simplement l'an dernier en L2. Du coup on va pas perdre plus de temps et on va commencer tout de suite. Donc du coup je vais diviser cette vidéo en deux parties, semestre 3 et semestre 4 et on va démarrer tout de suite. Alors déjà sachez que la plupart des matières sont identiques à celles de la L1, donc je vous invite à aller voir ma vidéo sur la L1 juste ici. Et dans cette vidéo là on va surtout parler des thèmes qui étaient abordés lors des cours, etc. Des contenus en fait des matières tout simplement. Ah oui, par contre je rappelle que ce que je vais dire là, ça fonctionne pour l'université de Bordeaux et uniquement de Bordeaux. Parce que en psychologie, les matières diffèrent pas mal d'une fac à l'autre. Je pense que c'est le cas dans la plupart des licences d'ailleurs. Mais bref, tout ça pour vous dire que ce que je vais vous dire là, ça fonctionne pour Bordeaux et je ne sais pas si ça fonctionne pour les autres facs. Donc première grande matière du semestre 3, psychologie cognitive. Et dans cette matière, on a surtout abordé le thème du langage, donc tout ce qui est psycholinguistique, etc. Comment on traite le langage, tout ça. Et on a aussi parlé de la reconnaissance visuelle des visages, c'était super intéressant. Ensuite, autre grande matière, psychologie du développement. Et là encore, on a parlé du langage, enfin plus précisément du développement du langage chez l'enfant. Parce que oui, en psychologie du développement, même si on est censé parler de toute la vie, en général, nous on se concentre plutôt sur le développement de l'enfant. Donc on a vu aussi le développement des représentations mentales, avec notamment, je sais pas moi, la permanence de l'objet par exemple. On a vu aussi tous les différents paradigmes pour mettre en évidence cela, donc par exemple le paradigme d'habituation, réaction à la nouveauté, etc. On a vu aussi le développement du contrôle exécutif, ce qui comprend la flexibilité, l'inhibition et la mémoire de travail. On a vu aussi tout ce qui est développement moteur, perceptivo-moteur, tout ça. Bref, on a fait le développement de l'enfant en long, en large et en travers. Psychologie du développement, c'est l'une des matières les plus compliquées à réviser, je pense, en psycho. Là, je parle pour ceux qui vont rentrer en psycho et qui se demandent les matières qu'il va falloir vraiment bosser à fond. La psychologie du développement, c'est vraiment une matière assez lourde en termes de quantité. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'auteurs, pas de dates, c'est vraiment... Faut savoir que à tel mois il se passe ça et ça, à tel mois il se passe ça et ça. Bref, il faut vous prévoir pas mal de temps pour réviser cette matière. Et c'est vrai que c'est une des matières les moins aimées, je pense, en fac de psycho. Ensuite, en psychologie sociale, on avait deux grands thèmes. Le premier thème, c'était stéréotypes, préjugés et discrimination. Ça, c'était super intéressant. Donc voilà, on se concentrait vraiment sur les relations intergroupes, les études qui avaient été faites là-dessus, comment on montrait en fait les phénomènes de discrimination, de stéréotypes, comment on les mesurait, tout ça. Et ensuite, le second thème, c'était la définition du soi. Alors là, on pourrait dire... c'était de la philo en fait, mais non pas du tout. Donc pour faire simple, on a vu surtout les trois composantes du soi, donc la conception cognitive qui est le concept de soi, la conception affective, l'estime de soi, et enfin la composante comportementale qui est la présentation de soi. Bien évidemment, on n'a pas vu que ça, mais en gros pour vous faire court, on a vu surtout ça. Ensuite, matière qui ne change pas là encore par rapport à la L1, traitement des données. Donc c'est des stats, je vous l'avais déjà expliqué. Et au semestre 3, on s'est surtout concentré sur le Ki2 d'indépendance et le Ki2 d'ajustement. Ensuite, donc cette matière, elle a juste changé de nom, mais c'est la même chose. C'est l'équivalent de méthodo de l'an dernier et ça s'appelle outils en psychologie. Et là en fait le plus gros du boulot c'était surtout en TD, on était par groupe et on devait tout simplement dans un premier temps créer un questionnaire, donc on devait vraiment le créer de A à Z, le faire passer et ensuite analyser les données pour les présenter en cours. Et enfin le deuxième exercice portait sur l'observation. En fait on nous a passé une séquence en cours qu'on devait analyser, donc pour cela on a visionné la séquence une première fois, ensuite on a dû créer une grille d'observation et du coup on l'a revisionnée une deuxième fois pour pouvoir analyser, observer du coup la séquence avec cette grille et la remplir au fur et à mesure et voilà. Ensuite, matière que tout le monde adore, la philo. Alors en philo, je vais pas pouvoir vous dire explicitement de quoi on parlait parce que la philo c'est toujours un peu perché, mais je peux juste vous dire que le grand thème en gros c'était la subjectivité. Voilà, c'est hyper large mais j'ai vraiment pas envie de rentrer dans les détails, c'était très long, très pénible, voilà. Ensuite, neurosciences, ma matière préférée. Donc bien sûr on a fait un rappel sur la neurotransmission et on y a ajouté de la psychopharmacologie. Donc pour vous faire simple,
on partait d'un neurotransmetteur, par exemple l'acétylcholine. Donc on voyait comment il était créé, de quoi étaient faits les neurones en question, donc par exemple de quoi étaient faits les neurones cholinergiques dans l'exemple de l'acétylcholine. Ensuite on voyait leur rôle physiologique, donc qu'est-ce que ça faisait sur le corps. Et enfin les pathologies associées à une déficience justement de ces neurones en question. Et du coup les substances nécessaires pour combler cette déficience, donc de la psychopharmacologie. Donc c'était hyper intéressant et voilà, c'était un peu plus concret je dirais que ce qu'on avait vu en L1. Et en plus de ça on a fait de la neuroanatomie. Donc on a vu tout simplement de quoi était constitué le système nerveux central, médulaire et autonome. Et rien que ça fait déjà pas mal de choses. Ensuite on s'est concentré sur le système visuel. Donc on est parti vraiment du stimulus visuel jusqu'au traitement au niveau du cortex. Et enfin on a parlé un petit peu des systèmes sensoriels. Et là vous devez vous dire, wow, par rapport à la L1 ça fait beaucoup de choses. Et en effet on a vu 100 fois plus de choses je pense littéralement qu'en L1. Et justement c'est ça qui était trop cool. Ensuite anglais, anglais ça change pas, c'est toujours des petits jeux en cours. Je saurais pas trop vous dire exactement ce qu'on fait, juste voilà c'est des petits ateliers. Et ensuite ce qui change par rapport à la L1 ce sont les options. Donc tout d'abord on a deux options à choisir parmi une liste que je vais vous donner. Donc on a tout d'abord développement aux différents âges de la vie, ça c'est une option que j'ai prise. Ensuite on a développement et culture, je l'ai prise aussi. Ensuite on a sociologie des discriminations, psychogérontologie, études de l'audition, introduction au métier d'orthophoniste et psychologie du corps. Donc moi du coup je peux vous parler que des deux options que j'ai prises. Donc développement aux différents âges de la vie, c'était un peu mieux que psycho du développement parce qu'en fait on se concentrait pas que sur l'enfant, je crois qu'on a fait un chapitre sur l'enfant et puis c'est tout. Par contre après on s'est bien concentré sur l'adolescence et on a fait aussi un chapitre sur la vieillesse. Et en développement et culture, c'était tout simplement de la psychologie interculturelle et ça c'était trop cool. On voyait vraiment les différences en fonction des cultures. Et le premier exemple qui me vient en tête là maintenant c'est un exemple qu'on avait vu au niveau des différentes pratiques éducatives autour du sommeil. Par exemple au Japon, on considère que comme l'enfant est séparé à la naissance de la mère et du coup de la famille, on essaie vraiment de renouer un contact avec lui et du coup un enfant dort avec ses parents. Ils appellent ça d'ailleurs le co-sleeping et c'est tout à fait normal. Mais je veux dire, il dort avec ses parents jusqu'à un certain âge, hein. Il ne s'arrête pas quand il est petit quoi. Et voilà, c'est totalement la norme là-bas alors qu'en France, on essaye justement de faire en sorte que l'enfant se détache un peu des parents et que le plus vite possible il aille dormir tout seul dans sa chambre. Enfin voilà, c'est pas du tout normal qu'un enfant reste dormir avec ses parents jusque tard quoi. Donc bref, c'était super cool. Ensuite, matière suivante, c'est là aussi des options à choisir. Donc soit on pouvait choisir les SHS sur internet. Donc en fait ce sont des cours qui sont en ligne sur les différentes licences qu'il y a en sciences humaines et sociales. Donc il y a STAPS, sciences de l'éducation, socio, psycho et anthropo. Et en fait on a des QCM en ligne qui nous donnent notre note finale à l'UE. Et sinon on pouvait choisir aussi sciences de l'éducation ou anthropologie. Là il fallait vraiment choisir qu'une seule option. Et voilà, c'est fini pour le semestre 3, maintenant on va s'attaquer au semestre 4. Et on va démarrer avec une matière qu'il n'y avait pas en L1 qui est la psychologie du travail. Donc qu'est-ce que la psychologie du travail? C'est tout simplement la psychologie appliquée au monde du travail. Je pense que c'est assez clair. Donc on a vu par exemple la place du travail en France, la question de centralité du travail, la place que quelqu'un accorde au travail dans sa vie. Et enfin, comment on a analysé la performance, la motivation et la satisfaction au travail. C'était vraiment trois termes qu'on a pas mal abordés et pas mal étudiés. Ensuite, psychologie différentielle, donc là vous savez de quoi je parle. C'était une matière qu'on avait en L1 et on a attaqué avec la psychométrie. Donc qu'est-ce que la psychométrie? Ce sont les méthodes quantitatives en fait en psychologie. Donc ce qui comprend les questionnaires, l'observation, les tests, etc. Et on s'est surtout concentré sur la personnalité de manière générale. Donc on a vu les différentes conceptions de la personnalité au fil du temps. Donc on est parti de l'Antiquité il me semble. Et on a vu aussi les différentes applications non scientifiques de la personnalité. Donc ce qui comprend l'astrologie, la graphologie, etc. Donc là le prof il s'est bien lâché, il a bien démonté toutes ces conceptions non scientifiques parce que justement à Bordeaux ce qui n'est pas scientifique on n'aime pas. Donc c'est pour ça qu'on a vu aussi les théories psychobiologiques de la personnalité et les troubles de la personnalité. Et on a fait aussi un lien entre la personnalité et la santé. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails mais c'était une matière assez lourde à réviser là aussi. Ensuite, une matière que pas mal d'étudiants adorent, la psychologie clinique et pathologique. Donc oui, parce qu'à Bordeaux, vous savez que psychologie clinique et psychopathologie sont rattachées, je vais y arriver.
Donc en fait on a vu les différentes approches en psychologie clinique tout simplement. Donc tout d'abord l'approche systémique, c'est quand on étudie en fait le système, donc tout ce qui est famille de l'individu, ses relations, voilà, son entourage. Voilà, on ne se concentre pas que sur l'individu, on le prend vraiment comme une partie d'un système. Ensuite, bien sûr, l'approche psychanalytique, le truc qui est le plus connu, je pense, en psychologie grâce ou à cause de Freud. Donc on a parlé de l'hystérie, de la métapsychologie freudienne, etc. Mais en gros, l'approche psychanalytique, c'est quand on se concentre vraiment sur l'inconscient de la personne et d'en faire ressortir l'origine de la pulsion en fait, et bien sûr rétablir le rôle du moi. Et enfin, on a vu l'approche cognitivo-comportementale, donc tout ce qui est TCC, thérapie cognitivo-comportementale. Comment on modifie en fait un apprentissage comportemental inadapté. Donc c'était vraiment mieux qu'en L1 je trouve, parce qu'on se concentrait vraiment voilà, sur les différentes approches en psychoclinique, ce qu'on n'avait pas entièrement fait en fait en L1. Ensuite, on change pas une équipe qui gagne, traitement des données. Donc en fait, en psycho, on a un logiciel qui s'appelle RStudio qui nous permet en fait de faire tout le traitement des données, voilà, d'analyser les données qu'on a recueillies. Et du coup, on a découvert ce logiciel-là et comment commencer à l'utiliser au semestre 4. Ensuite, là non plus, on ne change pas outil en psychologie. Donc en fait, c'était surtout des TD et on devait créer un poster. Donc pourquoi ? En fait, on devait créer une étude de A à Z, c'est-à-dire qu'on devait vraiment créer un protocole, etc. Passer des expériences, analyser les données, rendre un dossier et présenter tout ça sous la forme d'un poster, parce que c'est souvent ce qui se fait des chercheurs qui exposent tout simplement leur recherche sous forme d'un poster. Donc les éléments importants doivent vraiment apparaître sur le poster pour que ce soit clair, lisible et résumé. Donc nous on avait pris comme projet d'étude la menace du stéréotype parce que tout simplement c'était un sujet qui nous tenait à cœur. Donc qu'est-ce que c'est la menace du stéréotype ? Donc c'est par exemple quand des filles et des garçons passent un examen et que juste avant l'examen, on active un stéréotype. Donc par exemple dans ce cas-là, imaginons que ce soit un examen de mathématiques et que juste avant de passer l'épreuve, on demande aux étudiants ne serait-ce que cocher s'ils sont une fille ou un garçon. Voilà, il n'y a même pas besoin de dire les filles sont nulles en maths, les garçons sont meilleurs en maths, il n'y a même pas besoin de le rappeler. Juste le fait de cocher je suis une fille, ça va activer le stéréotype dans sa tête. Et elle va tellement être focalisée sur le fait que justement les filles sont réputées pour être nulles en maths, il faut vraiment que je prouve que c'est pas vrai. Elle va tellement être focalisée là-dessus et elle va mobiliser tellement de ressources cognitives à cause de ça. Ça va lui bouffer en fait une partie de ses ressources cognitives et une partie qui lui manquera pour réaliser dans de très bonnes conditions l'examen. Donc pour faire plus simple, les ressources cognitives qu'elle aurait eues en temps normal sans rappel du stéréotype, elle ne les a pas parce qu'elle les concentre justement sur le fait qu'il faut à tout prix prouver que le stéréotype est totalement faux. Donc ça marche pour ça, mais ça marche aussi pour tous les stéréotypes en fait, j'ai envie de dire, que ce soit sur des minorités ou voilà, chaque groupe social ou quoi a des stéréotypes et c'est vraiment quelque chose qu'on doit contrer parce que jusqu'à présent, il me semble qu'il y a encore des écoles aux États-Unis où les étudiants sont obligés de marquer je suis une fille, je suis un garçon, parfois même la couleur de peau, enfin un truc auquel on ne penserait même pas en France, mais c'est vraiment un problème parce qu'on voit très nettement qu'il y a une différence entre sans stéréotype et avec stéréotype. Les résultats par exemple dans un test de maths, les résultats des filles sont nettement inférieurs avec le stéréotype alors que sans stéréotype, les résultats sont les mêmes, voire les filles ont des meilleurs résultats. Donc bref, c'était la parenthèse menace du stéréotype, maintenant on va retourner au cours. Et on continue malheureusement avec la philo. Et pour le semestre 4, on a parlé de matérialisme. Voilà, ne me demandez pas encore de rentrer dans les détails, il n'y a pas besoin. Puis la philo, ça peut changer en fonction du prof, changer en fonction des années. Donc c'est vraiment pas quelque chose que vous allez peut-être retrouver en L2, donc ça sert à rien que je vous en parle tout simplement. Ensuite, on avait une nouvelle matière, méthodologie du travail étudiant. Donc 2CN, c'était tout simplement un travail qu'on devait faire sur le logiciel Pix. Donc ça permet en fait d'avoir la certification Pix. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets le lien tout simplement dans la barre d'infos. C'est une certification en informatique, on va dire de manière générale. Voilà, ça permet de le mettre dans son CV, c'est toujours un plus et c'était assez simple. Ensuite, nouvelle matière là encore, connaissance du monde professionnel. Donc on devait tout simplement interroger 3 professionnels du même métier mais de secteurs différents. On était par binôme et on devait rendre un dossier et en fait on devait réaliser 3 interviews à intégrer dans ce dossier et ça permettait tout simplement de mieux connaître un métier.
Ensuite on avait encore des options au choix, donc parmi la liste que je vais vous donner on devait en choisir deux là encore. Donc les deux options que j'ai choisies ce sont neuropsychologie et psychopathologie cognitive. Et ensuite dans les autres options il y avait psychologie du conseil professionnel, diversité du développement, psychopathologie des conduites à risques et violentes, approche du langage en psychologie et psychologie de l'éducation. Donc là encore je vais vous parler des options que j'ai prises puisque je ne peux pas vous parler des autres. Donc déjà la neuropsychologie, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude des troubles liés à une atteinte cérébrale. Et nous on a surtout parlé des hémianopsies et des négligences spatiales. Donc l'hémianopsie c'est quand on a vraiment une atteinte au niveau du système visuel. Donc tout à l'heure justement je vous en ai parlé du système visuel. Donc c'est quand il y a un souci, que ce soit au niveau de la réception du stimulus ou même au niveau du lobe occipital ou quoi. En fait, il y a un souci quelque part au niveau du système visuel, que ce soit au début ou à la fin ou même au milieu. Alors l'hémianopsie, c'est quand on ne voit pas une partie du champ visuel, donc on s'est concentré là-dessus. Et ensuite, on a vu aussi les négligences spatiales. Donc là, c'est un peu plus complexe. Il n'y a aucun souci au niveau du système visuel. Tout fonctionne parfaitement bien, sauf que le patient a quand même un trouble de la vision. Alors ce n'est pas qu'il ne voit pas, mais c'est qu'il n'a pas conscience de certains éléments de son champ visuel. C'est quand en fait il n'arrive pas aussi à porter son attention correctement. Bref, ça regroupe plein de choses. Je vous ferai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Mais voilà, je peux pas expliciter là maintenant, sinon ça serait beaucoup trop long. Et ensuite en psychopathologie cognitive, on a parlé de l'impulsivité et de la schizophrénie. On s'est vraiment concentré sur ces deux choses et c'était vraiment super intéressant. Et enfin, pour la dernière EE, c'était encore une option au choix parmi les trois que je vous ai donné tout à l'heure, donc SHS sur internet, sciences de l'éducation et anthropologie. Ah oui, et du coup je vous ai pas dit, au semestre 3 j'avais pris sciences de l'éducation et au semestre 4 j'avais pris les SHS sur internet. Alors en sciences de l'éducation c'était assez intéressant, il y avait un peu d'histoire de l'éducation, etc. bien sûr, mais aussi des thèmes vachement d'actualité avec des études qui sont assez récentes, etc. Donc je vais pas vous dire tous les thèmes qu'on a abordés parce qu'il y en avait pas mal et il y avait vraiment beaucoup de choses, mais voilà, c'était assez intéressant, sauf que comme je ne me destine pas en fait à faire un métier de l'enseignement, j'ai pas repris cette option au semestre 4 et j'ai préféré prendre l'option sur internet qui, je dois l'avouer, est une option qui permet de gagner des points ultra facilement. Et voilà, je vous ai présenté toutes les UE que j'ai eues en L2 de psychologie. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous faites comme études et pourquoi pas en parler un petit peu. Je suis sûre que ça peut intéresser pas mal de personnes qui doutent de leur orientation, etc. Et puis moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous faites dans la vie. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour recevoir les notifications. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, ça fait toujours super plaisir. Et voilà, moi je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.